L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Aline. Bonjour les Élise. Bonjour. Alors on est vraiment ravis aujourd'hui de te recevoir, Aline, a.k.a. Yalla Aline sur les réseaux sociaux. C'est bien ça? Ouais, ça date de mon ancienne vie quand j'étais journaliste au Liban et au Maghreb. Ah, pour la petite histoire. Donc voilà, on est vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui pour déjà que tu nous parles de ta scolarité. Et puis après, on va voir si on peut un petit peu développer sur tout ce qui te passionne, notamment au niveau du genre. Et puis aussi, tu as écrit quand même plusieurs livres. Tout à fait. Combien exactement? J'en ai écrit 3. 3. Ouais. Waouh. Et rappelle-moi le titre du dernier, excuse-moi. Alors le dernier s'appelle Post-romantique, comment moins de romance pourrait sauver l'amour. Ah oui. Je crois que j'ai même écouté un podcast où tu intervenais. Je suis beaucoup allée dans les médias effectivement pour en parler. C'était du coup très intéressant de voir la réaction des gens, entre une partie des gens qui me disent « Ah mais c'est génial, il faut vraiment qu'on se débarrasse du couple comme étant la seule option de vie, etc. » Et d'autres qui étaient là genre « Mais encore une femme qui est mal baisée, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, sauver les familles. » Oh là là, ça devait pas être évident tout le temps, je pense. Ça va. Ah. Bon, alors parlons de ta scolarité. Est-ce que tu as un premier souvenir de l'école? Mon tout premier souvenir, et je pense que c'est le seul souvenir que j'ai avant, je sais pas fastoche, mais 7 ans, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, c'est d'être en maternelle et sur une des marches et de regarder le ciel et de dire les nuages bougent, et un adulte m'a dit non, c'est nous qui bougeons, ou un truc comme ça. Ouais. Et voilà, c'est mon seul souvenir avant mes 7 ans. Mais je sais pas si les nuages bougent, non? Je sais plus, mais en tout cas, il y a quelque chose dans mon cerveau. Il voulait t'expliquer, je pense qu'on voulait t'expliquer que le fait que la Terre tourne. Ouais, le vent, je sais pas exactement. Mais toi, t'étais restée sur quelque chose de poétique, et tout de suite, on est rentré dans le côté scientifique. J'avais trouvé ça génial qu'on m'explique quelque chose d'aussi important. Voilà, du coup, c'est le seul souvenir que j'ai de mon maternelle. C'était ce moment de révélation sur les nuages cosmiques. Pas de souvenir de camarades à cette époque-là? J'ai vraiment une très mauvaise mémoire, mais ce qui est intéressant, c'est que je viens de me faire diagnostiquer avec un TDAH, et du coup j'ai été dans le processus du diagnostic, on se plonge dans son enfance, et c'est vrai que ça a été un moment un petit peu douloureux, parce qu'à la fois, donc à partir de la primaire, j'ai plein de souvenirs, des souvenirs plutôt joyeux, et en fait, comme plein de personnes qui ont des TDAH, ça m'a pas posé de problème pendant la primaire, parce que je crois foncièrement que tout était excitant. Tous les cours étaient cool. Je me rappelle que quand je finissais en avance, ce qui arrivait pratiquement tout le temps, les devoirs ou les trucs, je pouvais aller derrière bouquiner. Je crois qu'en fait, c'était hyper adapté à mon cerveau d'enfant un petit peu différent. Alors qu'après, le collège et le lycée, ça a été la cata. C'est quand même chouette que tu aies au moins eu ça en élémentaire, parce que c'est pas ce qu'on entend tout régulièrement. On entend que c'était dur. J'ai écouté justement aujourd'hui le podcast sur le TDAH de la matrescence, Clémentine Sarlet, elles s'appellent toutes Clémentine et je confonds leur nom de famille. Elle aussi a eu un TDAH et a eu la même expérience. Apparemment, c'est assez fréquent, surtout pour les filles. En fait, la primaire, ça se passe bien et on leur dit mais non, mais t'as pas un TDAH, en primaire t'étais sage. Ça n'a rien à voir. Ouais, non. Et donc, oui, en tout cas, t'as vécu une école élémentaire donc plutôt positive. Plutôt positive. C'était plutôt joyeux. Et pas de soucis avec tes camarades, pas de soucis de harcèlement. J'ai eu un début de harcèlement. Il y avait un gars qui m'appelait Aline la folle, mais étrangement, ça a pas trop pris et je crois que c'était le seul moment de toute ma scolarité où j'étais populaire. C'était un truc incroyable. Je faisais partie du gang. À la fois des enfants pas trop genrés qui jouaient avec... j'étais championne de billes. D'accord. Parce que c'était un jeu mixte. Ouais. Et ça, donc, c'était super cool. Et on échangeait des timbres. Donc là, j'étais aussi dans le groupe des nerds, on peut le dire. Et en même temps, j'étais dans le groupe des filles qui jouaient aux Spice Girls. Donc voilà, j'avais vraiment... Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais cette période de ma vie, j'étais populaire dans tous les groupes sociaux de l'école. Wow. Ça ne s'est plus jamais reproduit de toute ma vie. Même adulte. Ok. Et est-ce que tu as des souvenirs d'instit? Ah oui, Monsieur Dubois. Je pense qu'encore récemment, je faisais des cauchemars sur lui. Ah, quand même. Ah, oui. Donc quand même. Ouais, non, je trouve que tout était cool, mais j'ai quand même eu mon prof de CM2 qui était le cliché qu'on se fait du prof qui est pas à l'écoute. Enfin, j'en ai eu pas mal, surtout après au collège, des profs qui sont horriblement pas à l'écoute des enfants et en fait qui punissent les enfants qui sont différents, même qui sont intéressés par l'école. Ouais.
Moi, je trouve ça absolument C'est fou. inconcevable, en fait, que des gens détruisent des enfants, pas par ignorance, mais vraiment par méchanceté, en fait. Et ça, je trouve ça... Ouais, ou parce qu'ils savent absolument pas faire autrement, ils reproduisent des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues souvent, et c'est terrible, oui. Oui, quand je dis pas par ignorance, je veux dire, c'est pas qu'ils ne voient pas la différence, c'est pas qu'ils sont la tête en l'air, quoi. C'est juste qu'ils ne savent pas... Non, puis ils pensent même que c'est la que norme. c'est bien, c'est ça. Complètement. Ah ouais, donc, non, Monsieur Dubois. Donc ça, Monsieur Dubois et d'autres avant, non. Non, après, je me rappelle vite fait, ma prof de CP s'appelait Madame Poc. Ok. Voilà. Gentil, pas gentil, bienveillante, non. Oui, je crois. Ouais, tu crois. Je crois. Et t'as fait des voyages scolaires, des choses comme ça? Ouais, on a fait 2 fois Saint-Guénolé en Bretagne et 1 fois la classe. Parce que oui, effectivement, t'as pas Neige. posé la question, c'était où tout ça? C'était en proche banlieue parisienne. Ok. Donc c'était un petit mix social. Il y avait un petit peu de HLM, un petit peu de pavillon, un petit peu d'immeubles. Enfin voilà, c'était un petit mix qui fonctionnait bien. Et t'as gardé des... Mais non, ce que je vous ai pas dit, c'est Pardon. qu'on était en préfabriqué. Ah. Parce que l'école d'à côté était en travaux. Je pense qu'elle a été en travaux et notamment abandonnée pendant des années. Donc on aurait pu avoir une super grande cour et tout. Et en fait, on était dans du préfabriqué dans un bout d'un parc. Et le préfabriqué n'a jamais été enlevé. Donc ça fait, maintenant je crois que c'est un centre de loisirs. Donc ça D'accord. fait 30 ans Ah ouais. que la ville d'où je viens Incroyable. utilise du préfabriqué pour les enfants. Mais vous avez un parc, donc, comme cours de récréation. Non, c'était pas dans le parc. C'était une partie du parc. Mais bon, ça allait quoi. Mais quand je vois... parce que moi j'étais pote avec la fille la personne qui s'occupe de surveiller les profs. Inspecteur. Ah, d'accord. Et donc elle avait accès aux clés de l'école. Et donc pour son anniversaire, les enfants populaires ont pu aller faire une chasse au trésor sur le terrain de l'école primaire. C'était genre beaucoup plus grand que ce qu'on avait dans notre préfabriqué. Ok. Et t'as gardé des amis? J'en parle un petit peu de mon expérience du primaire dans mon prochain livre. Ah. Donc 2026, soyez vrais. Et t'as gardé des contacts, des amis? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Personne de toute cette époque. Non. D'ailleurs, j'étais très surprise de voir que une élève de ma primaire avait participé à la campagne de crowdfunding de mon nouveau podcast. Et j'étais là genre, qu'est-ce que tu fais là? Parce que ce ne sont pas les mêmes élèves, les mêmes enfants que tu as retrouvés quand tu es partie au collège, ou c'est parce que vous êtes perdu de vue après? Pour celle-ci, typiquement, elle est partie dans le privé. Et il y en a d'autres, effectivement, on s'est retrouvés au collège. La majorité, on s'est retrouvés au collège. Et moi, déjà, j'étais la seule de mon école à être dans ma classe. Donc, je sais pas, il devait y avoir 5-10 classes. Et moi, j'étais toute seule, il y avait personne d'autre de mon école, alors qu'elles étaient toutes ensemble. Ah. Et en plus de ça, je pense que c'est là que le TDAH, l'identité queer, tout ça est rentré en jeu. Et donc là, je suis passée de populaire à harcelée pendant 3 ans, quoi, jusqu'à ce que je parte de mon collège pour aller dans un autre collège. Contre, quand tu dis identité queer, etc., tout ça, t'en avais conscience ou c'était juste complètement... Pas du tout. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que c'est hyper important, et on en parlera après, de parler du genre le plus tôt possible, et de donner, en fait, aux enfants, et c'est pour ça que moi, j'ai pas assigné de genre à mon enfant, de lui permettre de dire, moi, je suis une fille, un garçon, autre chose, parce que ça protège du harcèlement. Bien sûr. Concrètement, un des plus grands dangers, c'est de ne pas savoir qui on est, et tout le monde va sentir qu'on est faible et qu'on est perdu, et qu'on ne correspond pas à des cases, parce qu'on essaye de rentrer dans une case qui n'est pas la nôtre, ou de savoir et de le vivre dans la honte, parce que nos parents, au minimum nos parents, dans l'intimité de la maison, nous ont pas permis de trouver de la fierté dedans. Et c'est là qu'on se fait harceler. Et c'est ce que tu as vécu, toi? Moi, oui, mais moi, en fait, si tu veux, en plus, je suis... déjà, je savais pas qu'on pouvait être lesbienne. J'avais vite fait compris qu'on pouvait être pédé. Voilà, pour reprendre les termes de l'époque, ou homo à la télé. Je savais pas qu'on pouvait, que moi personnellement en tant que fille, je pouvais être LGBTQ+. Ça m'avait pas traversé l'esprit. Alors en question de genre, moi je me le définis comme agenre, donc c'est le segment on dit non-binaire, mais en fait dans non-binaire il y a plein de façons de le vivre, et moi je me considère agenre, je me sens ni fille ni homme, enfin juste le genre, ça me... Je sais pas l'impression d'avoir un genre, quoi. Ouais, voilà. Et une fois de plus, j'aime bien, je suis désolée, je te ramène à chaque fois à tes plus jeunes années, mais ça, c'est une prise de conscience actuelle, récente. Voilà, là, j'utilise les termes de maintenant. Mais à l'époque, c'était comment? À l'époque, je ne pensais pas que l'identité de genre, ça existait. Tu vois, pour moi, t'étais fille, t'étais garçon, et en fait, il n'y avait pas de réflexion dessus. Mais t'étais mal à l'aise? Mais j'étais vraiment dans la confusion.
la plus totale. Il y a eu des périodes de grande fierté d'être différente des autres filles. Parce qu'en plus, du coup, tu t'identifiais comment différente? Toi, c'est ça que j'essaie de toucher du doigt. Oui, mais en fait, c'est ça qui est difficile aussi. C'est que moi, je voyais les autres filles et je me sentais différente. En plus, c'était une époque où le féminin, c'était pas très... Donc, c'était plutôt cool de se rapprocher des garçons. Mais bon, les garçons, de toute façon, ne voulaient pas traîner avec moi. Et puis, je me sentais pas non plus comme un garçon. Et donc, j'avais ma place. Je me retrouvais dans aucun des deux groupes. Et donc, j'avais une sorte de fierté. De toute façon, j'étais harcelée. Donc, j'avais pas de potes. En tout cas, les 2 premières années, vraiment pas de potes. Donc, j'essayais pas d'appartenir à un groupe ou l'autre parce que de toute façon j'avais une fierté en fait d'être différente et d'être seule. En plus j'étais hyper plate, je pensais que ça allait venir après. En fait j'ai eu plutôt une puberté précoce, mais juste ma puberté a atteint le bonnet demi-A quoi. Et du coup ça m'allait bien en fait, j'étais là genre ouais moi j'ai pas de seins, je suis différente de vous, j'ai envie d'avoir les cheveux courts. Mais dans cette fierté en fait que j'ai ressentie, cette fierté elle a été complètement cassée par tout le harcèlement scolaire qui était aussi lié maintenant avec mon regard de quasi quadragénaire, je le vois bien, de ma neuro atypie parce que voilà, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, que j'étais première de classe, que je venais plutôt d'un milieu bourgeois. Alors il y avait plein d'autres bourgeois, mais je pense que chez moi ça devait sortir encore différemment du fait de tout ça. Du fait que, c'est ce que je te disais aussi quand je te disais, je pensais pas qu'on pouvait être lesbienne. Mais en fait, moi, je suis pas lesbienne. Ouais. Moi, je suis asexuelle et aromantique. C'est-à-dire que je ne ressens pas d'attraction sexuelle et romantique. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, moi, j'en rencontre plein, sont de plus en plus au courant que ça existe. Ouais. Il y en a vraiment plein au collège. Ils disent, dans leur parcours d'exploration, parce qu'effectivement, début collège, on a encore le temps d'évoluer, de découvrir exactement ce qu'on est, qui disent, moi, je suis asexuelle. Ils ont 12 ans, les enfants, ils disent, moi, je suis asexuelle. Mais c'est génial. Mais moi, à l'époque, c'était même pas ça. Donc, j'essayais à tout prix. Enfin, je comprenais pas pourquoi tout d'un coup, toutes les filles que je fréquentais s'intéressaient tout d'un coup aux garçons. Qui avait tout d'un coup cette division entre les garçons et les filles, cette obsession pour mettre du vernis, des soutiens-gorge vides, pour aller voir les garçons faire des trucs. Et nous, à côté, on avait de place pour rien faire. Je dessinais un peu dans la cour où je bouquinais, on piquait mes trucs, on les jetait à la poubelle. Enfin, ça a été d'une très grande violence. Et il y a plein de facteurs qui sont liés à ça, mais en même temps qui sont très liés parce que encore là, j'ai reçu un message de quelqu'un quand je parlais de TDAH qui me disait « Tu crois pas que c'est lié avec le fait d'être LGBTQ+. » Et je dis oui, c'est très très lié en fait. Quand on a, Ah oui, comme ça. Quand on est dans la neuroatypie, en fait, on a un autre rapport aux conventions et aux normes. Et donc, on est plus facilement amené à réaliser qu'on est queer, qu'on est autre chose en fait. Et donc, tout ça, c'est très lié. Donc voilà, moi j'ai vraiment vécu beaucoup de harcèlement. Et c'était parce que tu ne voulais pas te conformer à ce qui s'était attendu? Parce que je ne pouvais pas. Oui. Je ne pouvais pas. Moi, je veux dire, le harcèlement, il venait de là? C'est toujours difficile de savoir exactement ce qui vient du harcèlement et entre les insultes qu'on te donne et ce qui se joue vraiment. Moi, les insultes, c'était planche de surf, ce qui était une variante de planche de pain, ce qui est drôle parce qu'après, toutes ces années-là, je rêvais de faire du surf et je me suis dit, bah non, mais les filles font pas de surf. Donc maintenant, je fais du surf. Donc finalement, petite revanche. Tu vois, c'était peut-être, voilà, c'était ça, c'était sac à os. Donc c'était beaucoup d'insultes sur le fait que je sois mince et que j'ai pas de sein. D'accord, ah oui. Oui, donc physique, vraiment le physique. Vraiment le physique, mais en fait, ce qui se joue, c'est pas ça, parce qu'il y avait d'autres gamines qui étaient maigres. Enfin, je veux dire, les gamines au collège sont maigres. C'est aussi parce que tu revendiquais cette fierté d'être différente, non? Après, on peut pas. Enfin, on peut pas. Savoir. Je sais pas dans quelle mesure qui de la poule, de l'œuf, et à quelle mesure moi j'étais revendicatrice de ça, mais aussi il faut savoir se protéger. Et moi, je sais que c'est à une époque où aucun prof n'est venu vers moi, mais vraiment aucun prof, où on me virait de classe, les fois où du coup j'en suis venue aux réactions physiques, notamment parce qu'on faisait des trucs comme me décrocher le soutien-gorge en cours, me toucher, me frapper, enfin il y avait mon corps était pas un endroit qui était safe quoi. Déjà en tant que personne future, personne qui se savait pas, j'avais un rapport compliqué à mon corps et en plus les gens me touchaient et du coup c'est moi qu'on virait de cours. Et personne n'intervenait. Non, et c'est à moi qu'on disait de pas parler en cours quand on m'insultait. Mais c'est ce qu'on disait quand on parlait du harcèlement, c'est que on veut que l'on considère la victime comme elle doit être toute blanche, elle ne doit pas réagir, elle doit être parfaite. Elle doit être parfaite, ça doit être une victime parfaite qui doit pas réagir, qui doit. Non mais en fait c'est ça ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui finit par se suicider. Ouais. Et en fait, c'est comme limite qui n'a même pas le droit, tu sais, à la moindre imperfection, c'est ça aussi.
qu'on veut dire, c'est-à-dire que non pas du tout que tu étais imparfaite ou quoi que ce soit, mais finalement je veux dire justement que tu as éventuellement pété la tronche de quelqu'un qui te harcelait vraiment. Alors, c'est pas du tout arrivé jusque là, c'était juste bas les pattes. Mais ce que je veux dire, c'est que limite même si tu avais fait ça, ou même l'enfant victime qui va faire ça, une fois j'étais fait dans les couilles de quelqu'un. mais n'empêche que toi, dès qu'il y a un petit truc, on va quand même essayer de rejeter la faute sur la victime, même encore aujourd'hui, hein. Complètement. Et en fait, c'est aussi, moi je me rappelle de cette période où tout le monde, parce qu'en plus c'est du harcèlement où aucun prof n'est venu vers moi, aucun prof ou adulte. En revanche, tous les enfants venaient vers moi avec des conseils pour ne pas me faire harceler. Alors que toute la classe était à des degrés différents responsable de mon harcèlement. D'ailleurs, quand on regarde mes bulletins de notes, j'en parle un petit peu dans mon premier podcast Free From Desire, justement sur mon rapport à la sexualité, la culture du sexe dans notre société. Il y avait des filles qui écrivaient ne change rien, mais parle moins, et comme ça tu trouveras quelqu'un, tu trouveras un copain. Et c'est vraiment les notes que j'ai trouvées dans mon bulletin, c'était exactement ça. C'est genre, on veut t'aider, mais en même temps on te dit de te changer complètement on fait partie du problème. Et du coup, dans les nombreuses réactions des gens, c'était beaucoup des stratégies qu'on me proposait, alors soit pour prendre du poids, soit pour réagir. Et donc c'était tu parles, tu ignores, tu réagis avec des mots, tu réagis physiquement, et en fait t'as des conseils de tous les côtés. Et moi, en tant que très vite, en fait, j'ai compris que le seul vrai conseil qu'on pouvait donner, c'était juste sois fier. Bien et sûr. je pense que c'est vraiment le seul conseil qu'on peut te donner, c'est ça. C'est après, j'ai fait très, très rapidement, mais un petit peu quand même, des formations avec SOS Homophobie dans les écoles, justement. Donc, je suis allée quelques fois dans des collèges et des lycées. Et c'était dingue de voir la différence dans les classes dès qu'il y avait un enfant qui était fier, qui était out et qui était fier. Ou qui était fier de quelqu'un de sa famille. C'était du jour au lendemain. Et en fait, les enfants, tu les sentais. Donc, nous, on voyait aussi les enfants qui étaient pas out ou qui étaient pas fiers. Et on les voyait qui se recroquevillaient et on avait juste envie de les aider et on pouvait pas. Mais on avait aussi parfois des enfants qui étaient tellement là et qui disaient, bah ouais, c'est qui je suis. Et alors, ces enfants ne connaissent pas le harcèlement. Ou alors, enfin, je veux dire, à la marge, et dans le sens où leur réaction, en fait, quand on voit quelqu'un qui est fier, on ne va pas. Le harcèlement, c'est chercher le petit truc chez quelqu'un qui va nous permettre d'être en situation de domination pour dominer quelqu'un et se prouver sa force en dominant quelqu'un. Et en violentant quelqu'un. C'est ce qu'on dit toujours, nous, c'est cette communauté d'enfants. C'est-à-dire, il y a aussi, bien sûr, une fonction pédagogique, éducative qui est hyper importante, et donc de formation des adultes, qui fait que si tu arrives à créer une communauté d'enfants solidaire et informée et formée à tout ça, là, tu vas aussi peut-être avoir parfois des remparts qui n'existent pas encore. Parce que c'est ce qui s'est passé en élémentaire, finalement. Exactement. Quand le garçon a essayé, comme tu avais une communauté, la communauté, je pense, s'est formée autour de toi, et ça t'a permis de pas... Exactement. Et puis, faut aussi comprendre vraiment le genre, ce que c'est. Le genre, c'est une construction sociale. Les études scientifiques le prouvent. Très, très peu de différence entre des filles et des garçons, en fait. C'est minime. Il y en a aussi peu que entre quelqu'un qui aurait un génome d'une partie du monde et une autre. Enfin, je veux dire, ce sont des trucs qui sont à la marge. Il y en a moins qu'entre une personne qui serait neuroatypique et une personne qui ne le serait pas. Ce qui est... En fait, et c'est ça, j'en parle dans mon podcast Bienvenue bébé, c'est que l'enfant, dès le moment où il est dans le ventre, en fait, il commence à apprendre le genre. Ou plutôt, ses parents commencent à lui apprendre le genre dans la façon dont on lui parle. Déjà, dans le ventre, on va genrer les enfants. L'enfant, bien sûr, va pas du tout intégrer tout ce qui se passe, mais les parents vont prendre des habitudes en utilisant des voix différentes, etc. Et donc, les enfants, dès le début, toute leur vie, en fait, ils vont apprendre quelle est leur place dans la société et quel est le genre. Et en fait, j'en parle aussi un petit peu dans le podcast, on a différentes phases d'apprentissage du genre. Au début, on va commencer à comprendre qu'il y a des gens qui ont des cheveux longs et des gens qui ont des cheveux courts, et que voilà, il y a un terme pour les cheveux longs et un terme pour les cheveux courts. Je simplifie au max ici. Et voilà. Et puis après, il y a d'autres phases où on va comprendre le genre chez les autres, puis le genre chez soi. Puis au début, on va se dire, le genre, il peut changer tout le temps. Et puis après, on se dit, non, en fait, le genre, il est stable, quelle que soit la façon dont je m'habille. Et en fait, on a toute une partie. C'est pour ça qu'en primaire et un peu en maternelle, les enfants sont super à donf sur les... voilà, du coup, je parle d'école, je dis à donf comme une vieille boumeuse milléniale. Sont à fond sur la reproduction des normes, parce qu'ils se disent, si je ne suis pas 100% garçon, je vais plus être garçon. Ça va partir. Et donc on surjoue le truc. Puis au collège, au lycée, voilà, selon les âges, tout va changer. Il y a des parties on va vouloir se conformer, d'autres pas se conformer. Mais en fait, le harcèlement, c'est aussi une façon de répéter, nous, on a compris les normes de genre. Et chez les garçons, particulièrement, la norme de genre, c'est l'oppression et la violence. Donc on va reproduire ce qu'on voit à la maison, on va reproduire ce qu'on croit comprendre de la masculinité. Donc c'est le harcèlement scolaire, c'est éminemment lié à la compréhension de ce qu'est la masculinité. Et vraiment, toutes les études sur le harcèlement le prouvent. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur le genre dès
Alors moi je parle de la crèche et il y a vraiment des crèches qui font du super boulot dessus, mais il faut mettre des moyens, il faut former il faut que tout le personnel en fait, c'est pas une puis personne. Le problème, nous, franchement, toi, nous, on est dans l'éducation nationale et le souci, il est aussi que dès que tu montes un peu dans les sphères justement qui va être décideuse des programmes, etc., il y a beaucoup d'hommes une fois de plus à ces postes-là. Et on le voit à l'heure actuelle avec le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, voilà, EVRAS. On voit que le gouvernement s'oppose complètement à une loi qui est validée validée dans le cœur, par le cerveau, par toutes les personnes en fait qui sont dans l'éducation et qui même à l'Assemblée. Et en fait, on a aussi une vision des Français dans la politique bien plus sexiste et patriarcale qu'elle ne l'est vraiment. C'est comme la transphobie. Enfin, la majorité des Français sont là genre, ok, il y a des personnes trans. Et alors, c'est clair. et alors laissez-les vivre quoi. La GPA, c'est pareil, les gens sont là genre, si c'est éthique et encadré, quel est le problème? Et donc, on a vraiment ce double aspect de les personnes tout en haut qui décident, qui sont complètement déconnectées et qui sont bien plus sexistes, racistes, tout ça, LGBT-phobes que nous, et la peur. Et en fait, le manque de courage politique qui fait qu'après, on se retrouve avec des minorités qui vont en fait faire du harcèlement scolaire vis-à-vis du personnel scolaire. Oui. C'est ce qu'on a vu avec les ABC de l'égalité. Sur mon compte, j'avais écrit tout un article, donc vous trouverez le lien sur mon compte Instagram. Comment est-ce qu'une minorité de parents, avec de la désinformation, et notamment le fameux mythe selon lequel on apprendrait aux enfants à se masturber à l'école dès la maternelle. Mais tu sais que nous, je te coupe, pardon, c'est vraiment le cas. Et on a notre collègue, c'est une question qu'on lui a posée à la réunion de rentrée. La première question, c'était « Est-ce que vous apprenez à se masturber à mon enfant ?» Ouais. Complètement. Et on a fait de la prévention axée sur les agressions sexuelles, notamment dans le cadre familial, avec des méthodes tout à fait étudiées, etc., et très très adaptées aux enfants. Et j'ai des parents qui sont venus en hurlant dans mon bureau me dire je vous interdis d'apprendre le sexe à mon enfant. Et c'est quand même fou, quoi, ces réactions qui sont en plus complètement viscérales. Et les parents, en plus, le pire, c'est qu'on va pas vraiment leur en vouloir directement, mais il y a cette espèce de, effectivement, désinformation. Et ces familles sont en détresse quand elles viennent nous voir. Elles sont persuadées de ce qu'elles avancent. Oui, mais en fait, je trouve que ton mot, il est hyper important. C'est détresse. C'est-à-dire qu'on a tellement, et moi je le répète à chaque fois dans tous mes livres, tous mes podcasts. C'est normal quand vous lisez, moi j'ai écrit des bouquins sur la fin du couple, sur le couple est un mythe, le genre est un mythe. En gros, je vous dis à chaque fois que c'est des mythes et des constructions sociales, et les gens me disent c'est horrible, je suis d'accord avec toi, mais j'arrive pas à me détacher de ça. Ouais. C'est normal. Oui. On nous a appris ça depuis qu'on est né. On nous a appris que le couple, que le genre et le couple hétéro étaient la base de notre société. Sans ça, on ne sait pas lire notre vie. Notre société est entièrement organisée ça. On enlève le genre. Il n'y a plus rien. On enlève les dominations du coup des hommes et des femmes qui vont avec. Tout d'un coup, notre vie n'a plus de sens en fait. Et pour plein de personnes, commencer à regarder ça en face, c'est chaud. C'est ouvrir les yeux sur toutes les violences qu'on a vécues et sur le fait qu'on a suivi un moule en pensant qu'on n'avait pas le choix, en ne sachant pas qu'on avait un choix, et d'être confronté au fait qu'on était inactive et que notre vie elle aurait pu être autrement. C'est hyper violent. Et donc je comprends que ça soit difficile pour plein de parents, mais si on avait les moyens et s'il y avait le courage politique pour porter les projets qui existent, on peut. Enfin, vraiment, moi, j'ai interviewé, je suis allée dans une crèche pour être plus précise, qui avait mis sur un système comme ça des formations en place. Il y a peu d'entreprises c'est pas des entreprises, de groupes, quoi, d'organisations qui font des formations qui, moi, je trouve cohérentes sur le genre. Notamment, il y a Artémisis ou Arte quelque chose. Et j'y étais allée dans une de leurs crèches. Et en fait, elles m'ont dit, on a pris le temps d'expliquer aux parents en amont, parce que cette crèche avait les moyens en fait en termes de temps de le faire, et donc elles m'ont dit en fait on a pris le temps. Et les parents, parfois, moi j'ai eu des parents qui m'ont dit oui, je les ai interviewés, ils m'ont dit oui, je trouve que c'est un peu tôt, je pense que vraiment le sexisme ça arrive au lycée. Ah ouais. Je lui en reparlerai à ce moment-là, mon enfant. Ok. Mais en fait, il n'y en a aucune vraiment qui s'est opposée, parce que quand on explique les choses clairement, quand on explique que c'est pour les protéger des violences sexuelles, là, ça prend... C'est tout à fait autre chose. Et c'est aussi, effectivement, toute la question, c'est quels sont les mots qu'on utilise. Parfois, il ne faut pas vraiment utiliser les mots qu'on a envie d'utiliser. Être un petit peu sournoise pour voir quels sont les mots qui sont un peu triggering en ce moment. Mais là, je recevais aussi un message sur WhatsApp d'une personne qui me racontait sa crèche publique dans le 13e arrondissement de Paris. Mais c'était genre le paradis sur ces sujets. Et pareil, elle me disait, il y a eu une super formation en amont des parents, et quelques parents qui sont mal à l'aise, mais l'écrasante majorité sont là genre
C'est bien, quoi. Enfin, c'est bien. Ouais. Oui, c'est restaurer la confiance et expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et... Est-ce que je coupe complètement, mais on n'a quand même pas fini de te parler de ta scolarité, parce que c'est très intéressant, mais on veut quand même savoir la suite, moi. Moi, j'avais une question à propos de ta famille. Comment est-ce qu'elle t'a accompagnée à ce moment du collège? Tu disais que... Moi, je suis le schéma classique de l'enfant. Alors, je pense que c'est peut-être moins le cas maintenant, mais ça reste, à mon avis, toujours le cas je parlais un petit peu de honte. Donc, la honte d'être harcelée. C'est pas que la honte d'être différente des autres, c'est la honte d'être harcelée, d'être une victime, en fait. Et ça reste toujours le cas. Hein. Tous les gens qui sont contre les woke, qui disent « vous vous victimisez », franchement, non, on a généralement été victime, et eu assez honte d'être victime, quand même. Donc, il y a cette honte qui fait qu'on n'a pas envie de dire à nos parents « je sais pas votre réussite hein. ». Et puis, on n'a pas envie de les embêter aussi, souvent. Et j'y rajouterais... je pense aussi souvent, en tout cas moi dans mon cas, je pense que je me disais que mes parents comprendraient pas. Et en fait, c'est aussi ça sur le genre, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que contrairement à la race, parfois au handicap, ce sont des choses qui vont être héréditaires, que généralement les parents ont connues. Et donc, il y a ces conversations qui peuvent se passer. Quand on est LGBTQ+, quand on a un rapport au genre qui est différent, ça sort de nulle part. Contraire, je rappelle, on n'hérite pas de l'homosexualité. Et de ses parents. Ah bon? C'est un sujet vaste qu'on n'abordera pas. Mais en gros, généralement, on n'hérite pas de ça. Ou alors, de toute façon, il y a tellement grandes différences entre les générations que même s'il y avait peut-être vos parents qui étaient queer, ils le savent pas. Et ils vivent comme des hétéros. Et du coup, ça fait qu'on ne sait pas comment on va être accueillis. Nous, déjà, on manque souvent des mots pour comprendre ce qu'on est. Donc, comment parler de quelque chose qu'on ne comprend pas? Mais le harcèlement, quand même, ils l'ont su. Il y a un truc qui est beaucoup moins vrai maintenant, mais toujours d'actualité, c'est les parents qui ne veulent pas voir le harcèlement de leurs enfants. Parce que on n'a pas envie de voir que nos enfants souffrent, parce que on n'a pas envie de voir qu'on a échoué quelque part, parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on court, on travaille. J'imagine que c'est ta question. Moi, j'ai été élevée avec une famille où le père faisait un tartare et une salade un week-end par mois, tu vois, l'été, quoi, en gros, et qui bossait, qui avait son bureau dans la maison et qui bossait CSP+, voilà. Et ma mère qui, elle avait un boulot qui gagnait plus de thunes que mon père, mais qui faisait en plus toutes les tâches. Et donc, même si ça a été un modèle où je me suis toujours dit, tu feras le métier, en tant que fille, tu peux tout faire. Mais en même temps, je voyais bien la charge mentale et je voyais bien que ma mère avait pas nécessairement autant de temps que... Voilà. Et donc, je pense que le cumul de tout ça, je suis pas allée voir mes parents et je leur ai vraiment dit à la toute fin. Et à la toute fin, ils m'ont bougé d'école. Je suis passée dans le privé. Là, ça a encore été un autre... Au collège, ça? Ouais, j'ai changé en troisième. J'ai changé en troisième. À un moment, ça commençait à aller un petit peu mieux quand même dans le public. Mais voilà, une grosse déception de la famille en plus, qui était très l'école publique de la République française. Et voilà quoi. Du coup, je suis partie dans le privé, ce qui nous est. Pourquoi tu pensais que tu disais que c'était différent? Pourquoi dans le collège privé? Alors déjà, il n'y a plus du tout le même rapport à la violence. Alors je pense que ça dépend du privé, mais souvent dans le privé quand même, t'as des enfants qui sont très policés, très bourgeois. Donc la violence, par exemple, de la queue à la cantine. Il y avait dans la queue de la cantine de Saint-Dominique, à Neuilly-sur-Seine, il y avait personne qui disait « baisse les yeux ». C'était plus du tout les mêmes contextes. On se foutait pas de ta gueule parce que t'étais bonne en classe. Le harcèlement, il y en avait eu et il était beaucoup plus sournois. Mais du coup, il y avait pas moi je dirais qu'il y avait pas de violence, beaucoup moins de violence physique. Et puis, en plus, moi je suis arrivée donc à la fin du collège, qui est aussi beaucoup plus doux. Vraiment, le pic du harcèlement, c'est vraiment 6e, 5e, 4e. Et en fait, du coup, j'ai adopté une autre stratégie qui a été de me taire complètement. En me disant, si je parle, les gens vont voir que je suis bizarre. Et du coup, j'ai passé 1 an à chaque vacances scolaires à me dire, non mais avant les prochaines vacances scolaires, t'auras des potes, sauf que je ne parlais pas. Donc c'est un petit peu différent, au tel point que du coup, j'ai aussi eu un surnom qui m'a suivi pendant toute mon année 3e, qui était crustacé, parce que je me tapais l'incruste, parce que je n'apportais pas de plus-value au groupe, parce que j'avais tellement peur. Et j'ai fini par me faire des copines, et c'était un contexte après au lycée. Pour la première fois, j'avais des potes. C'était resté dans ce... Je suis restée là-bas. Dans le même complexe. Et c'était très... je réalise maintenant, il y avait personne qui était out dans mon lycée. Depuis, j'en ai rencontré un. Et depuis, on s'est parlé quelques fois, on s'est dit, mais c'était qui les autres? Enfin, on était 5 classes. Bah oui. Statistiquement, on était plus que 2. Et donc, très hétéro, très bourgeois, tout le monde qui faisait des prépas. Donc, il n'y avait pas vraiment de place pour la diversité. Et donc, même si j'avais des copines, le fait d'être surtout... Alors, moi, j'avais, je pense, complètement mis à côté ce truc de LGBTQ+. Je disais juste, ouais, moi, si j'avais été un mec, j'aurais été gay. Voilà, c'était ma conscience de mon genre. Que je me suis un peu forcée à embrasser des mecs pour faire comme les autres. Mais bon, ça va. Enfin, il y avait moins de pression que avant. Et puis, enfin, tu vois, à l'époque, on peut encore se dire, ah, t'as le temps, quoi. T'as
t'es un peu en retard, mais ça va. Mais sur la neuroatypie, mes copines me disaient viens, on te sort. Donc j'étais leur chien, quoi. C'est parce que j'avais vachement d'énergie. Et du coup, le truc, c'est qu'il faut que tu prennes de l'air. Donc on pouvait rester dans les salles ou sortir. Et donc elle me disait viens, on te sort. Parce que là, et le truc, c'est de dire Aline, elle est insortable. Parce que j'étais un enfant avec TDAH non diagnostiqué. Parce qu'on ne diagnostique pas, en fait. Je pense que c'est un petit peu différent maintenant. Mais j'entendais, là, avant, c'était une fille, 5 garçons qui étaient diagnostiqués. Et maintenant, c'est 2 filles, 5 garçons. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux. Mais à l'époque, on ne diagnostiquait pas. Donc je fatiguais tout le monde, mais j'étais très connue. Et c'était vraiment soit on m'aimait, soit on détestait à l'école. D'accord. Et les profs, là aussi, comment ça se passait ? Je dirais pareil, un petit peu un mixte avec des profs complètement à côté de la plaque. Au collège, j'en ai une qui, c'était d'une douleur dingue de voir ces mots dans mes bulletins scolaires, mais généralement juste... De l'indifférence ? De l'indifférence, les profs dans les matières où j'arrivais pas à cause de mon TDAH, qui disaient que j'étais une bonne à rien, quoi, en gros, et que... Constructif. Que vraiment j'aurais pas mon bac. J'ai eu mon bac avec mention bien, et si j'avais pas eu mon TDAH, j'aurais pas fait des fautes idiotes en maths et j'aurais probablement eu une mention très bien. Enfin, c'était un peu lunaire. Des profs qui te disent que t'es absolument nul et d'autres qui te disent ouais, bien, ouais, ok. Bref, c'était pas... Mais pas de soutien particulier ou de coup de cœur particulier, pas du tout. Okay. Et après le lycée, Après le lycée, comme je suis dans le privé, je pense d'autant plus et que on sait pas accompagner les enfants. Enfin, c'est toujours le cas et avec Parcoursup, l'orientation, c'est encore plus. Dans ce qu'on va faire après. Enfin, on demande aux enfants de choisir à 5 ans et demi ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, c'est drôle, je suis allée voir un spectacle avec de musique et le chanteur, il y avait une transition, mais du coup, il a fait, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et les enfants ont dit rien. Il a dit, putain, j'ai posé la même question ce matin et pareil, les enfants m'ont dit rien. Et je trouvais ça génial que des gamins de maternelle et primaire disent rien. Mais oui, c'est ça qu'on veut, des enfants qui s'en foutent du boulot qu'ils vont faire. Et on voit que les temps ont changé, mais voilà, on nous demande de choisir des métiers super tôt, sans nous expliquer ce qu'il faut faire, sans nous montrer toute la pluralité, sans nous donner confiance dans ces métiers. Donc déjà, moi, j'étais mal orientée parce qu'on m'a dit architecte d'intérieur, je pouvais pas parce que j'avais pas fait S, ce que je pouvais pas faire puisque les profs s'opposaient à ce que je fasse S, ce qui était très juste parce que sinon j'aurais eu 0. Et puis j'avais d'autres métiers que je voulais faire. Je voulais être fashion designer, mais je venais d'un milieu de gens qui travaillaient dans des tours de la défense, donc je me suis dit en fait je vais être mauvaise et être au chômage, ou alors travailler à l'eau-vêtement, ce qui est dans tout mon classisme était la pire chose qui puisse m'arriver. Tout ça pour finalement, j'ai aussi voulu être prof, mais je me disais mais non, mais je vais être pauvre. On confirme. Ouais, mais finalement je gagne moins d'argent qu'une prof à l'heure actuelle, donc si vous voulez. L'éducation nationale recrute. Et figure-toi que j'ai proposé une année en rentrant, à un moment j'étais complètement perdue et je me suis dit en rentrant de l'étranger, et je me suis dit tu vas te proposer pour être prof et en non contractuel, j'ai jamais eu de réponse. Ah, c'est étonnant. Alors que je proposais maths anglais, je pensais quand même que maths, il y aurait un petit peu plus de... Non, j'étais bilingue et j'étais forte en maths et j'avais fait des coups ton dossier s'est perdu, je pense. Du soutien scolaire quand j'étais mais donc bref, donc lycée, ensuite t'as fait quoi ? Et ensuite du coup j'ai fait prépa d'école de commerce. Là je me suis rendu compte que je voulais pas faire une école de commerce. Mais c'est parce que t'as suivi... Comment t'as choisi ? C'est parce que t'as suivi... Mais parce que dans mon lycée tout le monde faisait une prépa. C'est parce qu'en fait moi j'ai fait pareil. J'ai fait une prépa parce que je ne savais pas quoi faire. Vous faites prépa ? Bon, d'accord. Complètement. Et en prépa, j'ai eu la chance, c'est que dans cette prépa, il y avait des formations pour les oraux de personnalité, les trucs de personnalité qui sont compétitifs, donc il faut avoir la meilleure personnalité possible. Et en fait, ils nous ont posé des questions. Et c'est là que j'ai réalisé que moi, j'avais besoin d'un métier créatif et qu'il fallait que je suive mes passions, de travailler dans la mode ou le cinéma ou quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé que c'était bon. J'étais là genre, ouais, mais en fait, t'es bonne en prépa. Tu vas peut-être faire une des meilleures écoles de commerce de France. Je sais pas, j'ai déjà fait 1 an, je vais pas, bref. Donc je me suis dit, tu vas faire tout ça via une école de commerce. Et en fait, en école de commerce, j'ai trouvé ça absolument naze. Mais en fait, il y avait tellement peu de boulot et tellement peu d'intérêt de ma part que ça m'a laissé du temps pour découvrir des choses. Et donc en école de commerce, j'ai passé mon temps à me dire vas-y, tu trouves une autre formation, tu fais un truc de créatif. Et en fait, je trouvais une boîte qui lançait un truc complètement neuf et qui avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la communauté, écrire du contenu, etc. Et je suis rentrée dedans, et l'univers des startups je vous parle il y a 1000 ans avant que Macron décide que c'était cool. Et vraiment, tout le monde avait envie de changer le monde et c'était absolument génial. Et j'ai adoré écrire, et du coup je suis devenue je me suis cassée voyager 3 mois dans le monde arabe parce que pourquoi pas. Et j'ai écrit sur les startups là-bas. Et je suis devenue journaliste là-bas et je suis rentrée en France à un moment.
notamment parce que j'étais queer et que j'avais envie de me connecter. C'est justement ces années-là où tout s'est un petit peu éclairci pour toi au niveau de ton identité et tout ça? Je dirais que c'est quand j'étais en école de commerce, parce que pour la première fois j'ai eu le temps, et c'était aussi le début où on a commencé à voir Glee et vraiment une explosion de la représentativité aussi de la représentation dans les médias. Et j'ai compris en fait qu'on pouvait être lesbienne, qu'on pouvait être machin, mais je savais pas trop par quelle porte rentrer. Et j'ai mis longtemps à vraiment me connecter avec la communauté queer, parce qu'en fait je pense que c'était tellement loin de mon milieu bourgeois, et j'avais une idée qui était tellement étrange en fait, que c'était un petit peu difficile. Et d'ailleurs quand j'ai vécu au Liban, j'ai réfléchi maintenant, mais c'est complètement lunaire. Une de mes colocs, elle écrivait une thèse sur la nuit lesbienne à Beyrouth et moi je me plaignais de connaître personne de queer et j'ai même pas pensé j'ai même pas pensé à lui dire, tu sais, moi aussi, je crois que je suis queer. En fait, j'étais tellement paumée, parce que j'étais pas vraiment lesbienne, en fait, c'est aussi ça le truc. Bien sûr. J'étais tellement paumée dans ce truc que ça m'a même pas traversé l'esprit de lui dire je peux venir en soirée avec toi, ou de lui dire tu sais, moi je pense pas que je sois hétéro. Enfin bref, les choses ont beaucoup changé depuis, mais ça peut toujours être difficile, même en ayant plein d'informations, de faire le premier pas et de sauter dedans, et alors que c'est une telle libération. Et vraiment pour moi c'est quand j'ai commencé à m'inscrire à SOS Homophobie, en me disant en fait c'est pas mes pays. J'ai adoré toutes les années que j'ai vécues au Liban, au Maroc, où j'ai voyagé pas mal en Tunisie aussi, un peu en Algérie, et j'ai trouvé ça absolument génial, mais j'étais là en fait, j'aurais plus d'impact en France. Ouais. Et du coup je suis rentrée, puis j'avais envie de rencontrer des gens qui me ressemblaient plus, et puis il y avait quand même aussi le petit truc de genre ouais mais faut que tu te poses pour créer une famille. et du coup je suis rentrée, et effectivement via SOS Homophobie j'ai commencé à rencontrer des personnes queer. Après j'ai rejoint l'association des journalistes LGBT. Plus tard après je suis devenue journaliste vraiment sur les sujets de genre et d'identité LGBTQ+. Et c'est là que je me suis envolée, quoi. Comment tu envisages, qu'est-ce que tu aimerais pour la scolarité de ton enfant? Est-ce que tu as un enfant? Moi, je suis déjà en angoisse. Mon enfant a 3 ans et pourtant, il est dans une super école primaire. Je suis en discussion parce que mon enfant a aussi arrêté de mon TDAH, même si je sais qu'on peut pas le lire pour 3 ans. Mais bon, les statistiques sont là. Mon enfant, j'ai découvert sa place. Il y a des places à signer et sa place, c'est à côté de la maîtresse. Et maintenant, mon enfant n'a plus accès à ses vêtements dans le couloir parce que sinon, mon enfant les jette dans les toilettes. Il y a eu les plombiers qui sont venus et tout. Bref. Donc, je connais bien la maîtresse. J'ai cette chance de connaître bien la maîtresse de mon enfant. Et en fait, j'ai l'impression déjà d'être le seul parent, à part les parents d'enfants à problème, entre guillemets. Et je trouve ça dingue, en fait, qu'on soit tant coupé de l'école et de ce qui se passe à l'école. Et puis, les fois où je suis allée en réunion, la présentation là, du début de l'année où on était assises, elle a commencé à nous parler de tout ce qui allait venir et des applis et des machins, et je me suis dit genre ça y est, c'est le début de la fin. Genre j'ai vraiment eu l'impression que même si j'ai adoré la primaire à plein d'égards, il y avait plein de choses déjà dans le genre qui titillaient, mais ça j'en parlerai dans mon prochain livre, ça allait, il y avait plutôt du plaisir, mais là d'y revenir en tant qu'adulte et savoir tout ce qui se met en place et savoir déjà tout ce côté notation, compétitivité qu'on apprend à nos enfants. En fait, pour moi, je pense que c'est vraiment le cœur du problème. Et à chaque fois que j'entends parler de Parcoursup et de l'angoisse dans laquelle vivent les gamins, moi, mes amis qui ont des ados, et je les entends dans les médias aussi, quoi, qui font des burn-out au bout de 2 mois au lycée. Mais enfin, dans quel monde on vit, en fait? Juste, ça me terrorise. Et donc, moi, j'aimerais une école avec plus de moyens, avec des plus petites classes, avec moins de notes, moins de concurrence, des emplois du temps beaucoup moins chargés. Est-ce que c'est normal que les enfants pleurent le matin parce qu'on les réveille? Et en fait, c'est un changement de société aussi plus large, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a cours si tôt? Pourquoi est-ce que les enfants sont obligés d'arriver aussitôt alors que peut-être que des parents pourraient? Je sais bien qu'il y a plein de parents qui peuvent pas épargner ça à leurs enfants, mais pour les parents qui peuvent, pourquoi faire subir ça à ses enfants? Enfin, il y a plein de trucs, pareil, la sieste. En fait, il y a tellement une formule unique à l'école qu'on impose la sieste à des enfants qui n'en ont pas besoin, qu'on la refuse à d'autres, par exemple les petits de moyenne section, et du coup on se trouve avec des schémas... Ça dépend des écoles aussi. Mais en fait, tout ça c'est hyper compliqué, et je suis pas dedans, mais moi j'adorais une école qui prenne ça en considération et qui fasse que mon enfant arrive à se coucher avant 22h à l'heure actuelle et pas des cernes depuis le début de l'année, quoi. Je trouve ça hyper triste. Et puis après il y a tout le côté du genre, des discriminations où il faudrait apprendre l'empathie, il faudrait que l'école soit dégenrée, qu'on dise plus les filles et les garçons, qu'on dise plus l'heure des mamans. Quand mon enfant m'a dit ça il y a 3 jours, j'étais là genre mais d'où t'as appris ça, l'heure des mamans, quoi? Mais ça c'est le périscolaire qui a appris ça, je pense. Je pense que parce que, enfin peut-être que c'est la directrice que j'aime beaucoup là, mais je sais pas d'où ça venait. Et quand mon enfant m'a dit ça, j'ai fait genre hop, 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 hop.
Pourquoi on dit ça, à ton avis? Est-ce que tu crois vraiment que c'est que les mamans? Toi qui sais très bien que tu as un parent non binaire. Ouais. Et comment tu fais entre... parce que moi, j'ai ressenti ça aussi pour la scolarité de mes enfants. Il y a le discours, ce que tu tiens à la maison, et le discours après qu'ils vont entendre à l'école. Et parfois, on est totalement en désaccord avec ce qu'ils vont entendre de leurs camarades, et tu fais... Alors c'est là que j'ai fait ma petite pub, comme si j'avais pas déjà fait ma petite pub tout au long du podcast. C'est mon côté école de commerce, que voulez-vous. Donc là, je viens de finir une campagne de crowdfunding pour un podcast que je lance janvier, février, quand je serai prête, pour m'éviter les burn-out, qui s'appelle Paillettes et préjugés, et dans lequel je vais répondre à des questions toutes les 2 semaines, à des questions de parents, mais aussi d'adultes et toute personne en fait qui connaît des enfants, parce qu'il y a quand même une grande partie de la population. Et donc je parlerai jusqu'à la fin de la primaire. Parce qu'en fait, je vois bien que faire des podcasts documentaires sur une expérience, alors Bienvenue bébé, c'était vraiment jusqu'à l'apprentissage du genre chez les bébés, ça suffit pas. Et en fait, on n'a pratiquement aucun média qui parle de genre chez les enfants et d'intimité. Parce que c'est aussi sur l'intimité, c'est sur le corps, les parties sexuelles, comment est-ce qu'on relationne avec les enfants, l'amour, l'amitié, etc. Voilà. On n'a pratiquement aucun média qui en parle, sinon c'est sporadique, et en fait on n'a pas vraiment de source d'information dessus. Et la question que tu poses, c'est une question que se pose plein de parents en fait. Et en fait on a besoin de discussions longues, parce qu'il n'y a pas de solution. On a besoin de pouvoir débattre. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un schéma interview avec plusieurs personnes devant le micro, parce qu'on a besoin de débattre, parce que chaque situation va être différente, chaque parent va être à l'aise avec des choses différentes, chaque école est différente. Et moi, vraiment ma conviction profonde, c'est que c'est la discussion qui change tout. Je pense déjà, vous avez compris, dégenrer, dire les enfants plutôt que les filles, les garçons, que ça soit pour nos enfants ou les enfants des autres, ne pas séparer les enfants, et comprendre qu'en fait, ça j'en parle beaucoup dans Bienvenue bébé, mais si les enfants reproduisent des stéréotypes, c'est parce qu'on leur dit, dans la façon dont on leur parle, dont on organise leur vie et la vie des adultes, que le genre c'est tout. On sépare tout le monde. Et la première chose qu'on dit à propos d'eux, c'est quel est leur genre. Ah, quelle fille, ah, quel garçon. Donc on dégenre, sauf quand c'est important. Et c'est là qu'en fait, il y a quelque chose de super important que nous on peut faire, c'est de dire, on va te parler de genre. Et c'est pour ça que moi je dis pas que je prône pas l'éducation non genrée, je prône l'éducation ouverte au genre. C'est-à-dire, on dégenre quand on peut, et quand c'est important, on va spécifier. Par exemple, je reviens sur le spectacle qu'on a vu, j'ai vu les 3 hommes qui arrivaient sur scène de musique de mon enfant, je lui ai dit, t'as vu? C'est bizarre, il y a que 4 hommes, il y a que des hommes sur scène. Et bon là on n'a pas eu, parce que j'aurais effectivement dû le soir lui dire, tu te rappelles, il y avait que 4 hommes? Pourquoi à ton avis? Et parfois je lui fais des petites discussions comme ça. T'as remarqué, il y a que des hommes? Et parce que avant, figure-toi que il y avait un groupe d'hommes qui a décidé qu'ils voulaient avoir tout le pouvoir et pas le partager avec les filles. Et maintenant, il y a toujours des hommes qui pensent comme ça, et ils ont toujours dit parfois, on fait pas. De toute façon, mon enfant de plus en plus parle de façon genrée, en disant les conducteurs, les pompiers, alors que moi à la maison je fais les pompiers et les pompières, et pour compenser carrément j'utilise beaucoup le féminin générique. C'est-à-dire plutôt que de dire mettre tout masculin, je mets tout féminin. Voilà, où je mets tout avec des néologismes. Par exemple, je dis, je sais pas, actrice. Bon, je parle pas d'acteur et d'actrice. Quand même, je suis assez fière de ça. À la Sorbonne, je suis intervenue avec monsieur le recteur, et j'étais sur un écran parce qu'on m'a filmé, et j'ai dit les directrices. Voilà, mais c'est exactement. Je suis trop fière, mais je crois que ça n'a pas été très apprécié. Mais tu vois, moi j'essaye de l'imposer, parce que oui, le point médian c'est bien, mais en fait moi j'utilise pratiquement plus de point médian, parce que pourquoi se faire chier avec un point médian? Directrice. Et en fait il n'y a pas de problème, c'est aussi, on en parlera dans Paillettes et préjugés, mais j'ai eu une micro peur de mon enfant ne saura pas parler français, et en fait c'est comme parler une autre langue, l'enfant comprend très bien dans quel contexte on peut utiliser quel mot. Nous à la maison on dit ça pleut, parce que j'essaye aussi d'enlever, c'est un peu mon obsession le langage, très clairement, je vais un peu loin, mais j'essaye d'enlever les il y a, il était une fois, je dis c'était une fois, ça pleut. C'est belge, non? Ça pleut. Enfin, dans le Nord, on dit pas ça? Non, en fait, c'est français. C'est le français normal. Non, parce que moi, dans le Nord, il me semble qu'on dit ça pleut. Parce qu'en fait, alors, le français, il a été masculinisé au moment des Lumières. Avant, on avait des pronoms neutres et on avait beaucoup ça pleut. Et en fait, comme ils pouvaient pas vraiment dire, ouais, t'as pas le droit de dire ça, y a pas, tu vois, on n'allait pas mettre en prison les gens qui n'utilisaient pas le masculin tout le temps. Donc, ils ont dit, ah non, ça, c'est un truc de plouc. Donc, dans les régions de plouc, je dis ça avec tout le cœur, dans les régions de plouc du Nord, ça le sait. Et à Paris, c'est non. Nous parlons le français correct. Le français correct, ça n'existe pas. Voilà, c'est juste, c'est le français imposé par les machos des milieux bourgeois, quoi.
Donc voilà. Ça, Donc revanche des ploucs. Pardon. Ouais, mais grave, mais revanche des ploucs. Du coup, moi, je suis là, maintenant, je parle comme une plouc. En plus, aussi, corriger tout le temps les gens, c'est complètement faire la passe sur toutes les personnes qui ont des TDAH, qui ont des 10, etc. Ouais. Donc moi, j'écris comme une plouc sur mes stories maintenant, et ma mère m'écrit constamment pour me dire t'as fait une faute. Je suis là, genre, franchement, ma mère elle-même est un TDAH qu'elle ne s'avoue pas, et une dyslexie qui a été diagnostiquée quand elle était petite. Je suis là, genre, waouh, t'as tellement été brainwashée, quoi. Genre, juste, donne-toi de la. Laisse-toi. Ouais, c'est ça. Lâche prise. Ouais. Mais voilà, donc, comment faire, en fait, juste pour répondre rapidement à ta question, je pense que à la maison, on fait tout ce qu'on peut pour compenser, pour donner un autre langage et une autre grille de lecture, mais aussi pour outiller les enfants à questionner les adultes, à questionner l'oppression, à lui dire, est-ce que par exemple, moi je compte lui parler très tôt à mon enfant de, est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on mette des notes ? C'est vraiment important d'être là où le meilleur et de questionner aussi un peu tout le système scolaire, toute l'autorité, et ça c'est hyper important aussi pour résister aux violences, qu'elles soient sexuelles ou autres, de dire les adultes n'ont pas toujours tort. Et toi, t'en penses quoi quand t'écoutes? Non, pas toujours raison, tu veux dire. Non, pas... Ils peuvent avoir tort. Tu as dit toujours tort, c'est vrai. Écoute, peut-être que ça veut dire quelque chose. Mais effectivement, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait ils ont quasiment toujours tort, voilà. Sauf à certaines occasions ils ont peut-être un petit peu raison. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même sur un truc, par exemple le concept des enfants qui sont sages, moi ça me rend dingue. Mon enfant m'a dit ça, répète tout ce qu'on lui dit sur le Père Noël. Moi je dis à la maison que c'est une histoire, le folklore de la fin de l'année, et que les cadeaux viennent de personne, et que pas avoir beaucoup de cadeaux c'est pas grave, et il m'a dit il faut que je sois sage, et du coup j'ai fait genre hop, on prend un moment. Qu'est-ce que ça veut dire être sage? Pourquoi c'est important d'être sage? Je lui dis, moi je veux jamais que tu te taises quand c'est le moment de parler. Je veux que tu te sens libre de parler. Oui, parfois, on a des règles à respecter, des règles de vivre ensemble. C'est pour ça qu'on dit merci. C'est pour ça qu'on se tait quand la maîtresse, elle demande à ce qu'on se taise, etc. Mais le reste du temps, sois joyeuse, vis, cours. Et je pense que c'est aussi hyper important de challenger cette idée des enfants qui sont sages. Enfin, je veux dire, toutes les personnes là autour de moi, c'est une hécatombe, parce que je suis dans un milieu particulier de trentenaires qui réalisent, ou quadragénaires qui réalisent qu'elles ont des TDAH, et que ça n'a pas été diagnostiqué parce qu'on a essayé en vain d'être sage toute notre vie, et que maintenant on est en burn-out généralisé de nos vies. En fait, on est crevé, on est sur les rotules. Et ben putain, si j'avais pas essayé d'être sage toute ma vie, peut-être qu'on n'en serait pas là, en fait, tu vois. Tu penses que ça vient de là? Non, mais c'est vraiment une question que je me pose. C'est vraiment, je recommande, il est exceptionnel cet épisode de la matrescence sur le TDAH, et la façon dont on a essayé de compenser pour vivre avec un TDAH. Et en fait, la charge parentale arrive, et maternelle, quand on a des enfants, en plus d'un monde où tout est hyper administratif maintenant, où on demande encore plus de nous professionnellement, où on a les écrans, on doit être disponible tout le temps, et ça fait une surcharge qui fait qu'on est fatigué constamment. Moi, je ne sais plus en fait quand je suis pas fatiguée. Et pourtant, je travaille de chez moi, j'ai créé un univers. Je pense aussi pour ça que je suis indépendante et que je suis cet après-midi, et j'ai fait du jardinage. Juste parce que sinon mon cerveau il est pris, quoi. Et même avec tout ça, j'ai quand même l'impression régulièrement de devoir dire à mes proches, prenez mon enfant, parce que je suis aussi parent solo, j'en parle par choix, j'en parle beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Et parfois je suis juste là, genre prenez mon enfant. Enfin là, j'ai besoin d'un matin à ne rien faire au lit. Chaque fois que je dis que je vais faire le ménage, ce que j'aime beaucoup faire de façon rare, tu vois, en mode méditation. Je vois très bien. Et en fait, non, je reste dans mon lit et je sors pour aller me faire un bol de céréales que je ne mange que quand je suis sans mon enfant. Et voilà, je ne fais rien dans mon lit à part finir mes céréales au Nutella, quoi. Étonnant. On va peut-être conclure là-dessus parce que voilà, c'était déjà super de t'entendre, Aline. Merci beaucoup. On va écouter Paillettes et Préjugés sans te mettre de pression pour faire le premier épisode. Mais ça va arriver vite parce que je suis très très excitée. C'est aussi mon côté TDAH. Et on va parler de tout ça et pourquoi c'est important. Pas juste de dire les filles peuvent tout faire, les garçons peuvent tout faire, mais d'avoir une approche qui est plus systématique. Enfin, vous pouvez déjà écouter Bienvenue bébé parce que j'en parle déjà de l'importance vraiment de repenser le rapport qu'on a au genre et pas juste de dire aux filles tu peux tout faire et aux garçons tu dois être plus empathique. En fait, on peut pas apprendre l'empathie juste en faisant un cours par trimestre. C'est tout le schéma scolaire et à la famille qu'on doit repenser. Et c'est la façon dont on présente le genre à l'école. Et dans la vie personnelle, je pense que c'est vraiment ça. Il faut qu'on se questionne sur quelle est la place du genre dans notre société, quelle est la place du couple, pourquoi est-ce qu'on parle aux gamins, on fait des blagues aux gamins dès la crèche, en leur disant tu vas voir un jour les filles, tu vas leur courir derrière, tu vas être la plus séduisante.
faut repenser notre rapport à nous pour apprendre quelque chose d'autre aux enfants et leur apprendre l'esprit critique. Bah, on en est persuadé de tout ça. Et avec Elise, on fait beaucoup de recherches et de travaux là-dessus. On a très bien compris effectivement que nous, notre objectif évidemment, c'est de vaincre et en tout cas de lutter contre le harcèlement, contre le harcèlement scolaire. Et donc, on sait bien que ça passe par le développement de l'empathie, des compétences psychosociales et aussi effectivement du genre, du sexisme. On a bien compris toute l'ampleur tout est connecté. Voilà, tout est connecté. Et c'est vrai que c'est énorme en même temps de se dire quand on s'attaque à ça, c'est la posture de l'adulte. Enfin, c'est tout en fait finalement. Et c'est vraiment changer complètement de paradigme au niveau de l'éducation. Après, je vais vraiment filer parce que j'ai un rendez-vous, mais s'interroger sur la relation des adultes avec les enfants. Taper les mots adultisme, enfantisme sur Internet. Oui. Je crois que vous en avez déjà parlé, non ? Bah, en tout cas, nous, on en a déjà parlé ensemble, oui. Mais pas encore dans un podcast. Pas dans le podcast. Voilà. Et juste, déjà là, c'est juste l'explosion du cerveau quand on commence à s'interroger sur le rapport de domination qu'on a sur nos enfants et la façon dont on part du principe que nos enfants devraient être parfaitement sages alors que ce sont des enfants et que nous on a le droit des mauvais jours, pas les enfants, et qu'on leur impose des trucs constamment, notamment se laver les cheveux. Enfin, d'ailleurs c'était une des phrases qu'il y avait dans le pitch de la campagne de crowdfunding, c'était comment apprendre le consentement à un enfant quand on veut lui laver les cheveux. Peut-être que c'est pas grave si les cheveux sont sales. Exactement. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Aline. Au revoir. Merci. On te retrouve quand même sur tes réseaux sociaux Yalla Aline et nous sur Les Élises. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.